Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est là avant le début justement des playoffs, on n'a jamais aussi bien porté notre nom. On est là juste avant le début des playoffs 2025, la wildcard qui va... Et voilà, ça recommence. Vince qui nous refait des effets de cam juste après le début de l'émission, je sais pas pourquoi, il aime bien nous surprendre. On ne sait pas dans quel état il va finir. Oui, parce que c'est un petit exploit, mais Vince est là aujourd'hui. Comment ça va, mon Vince? Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup. Oui, oui, je suis là pour parler des playoffs parce que forcément, il y a énormément de choses à dire. Et puis, Et puis parce que t'es pas chez l'orthophoniste puisque t'es encore aux États-Unis. Donc du coup, il t'a pas suivi l'orthophoniste. exactement, c'est ça. Donc, j'ai mon mercredi là. C'est bon, tout Voilà. va bien. Pour une fois, il a son mercredi libre. Et puis ses dîners du mercredi habituellement sont annulés puisqu'il est en déplacement. Donc il peut être avec nous, bien évidemment, François Pignon aujourd'hui. Mon Seb est là aussi. Comment ça va, mon Seb? Hello Flav, hello Vince, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et ça y est, enfin, on y est, c'est les playoffs, c'est le moment où on sépare les bonhommes, les hommes, les vrais, des petits garçons et des demi-portions. Un match sec, celui qui perd restera à la maison. Bon, certains dans cette rédaction ont déjà leur équipe qui reste à la maison depuis un certain temps, n'est-ce pas? Mais on va pas s'étendre sur le sujet, nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie. Toujours est-il que, comme tu l'as dit, Vince, va y avoir beaucoup de choses à dire, plein d'affrontements, je dirais même terre de course pour ces playoffs cette année sur certains matchs. Allez, on va débriefer tout ça. Et vous avez noté que Seb a pas dit on a en play-off des équipes avec les meilleures équipes avec des bilans positifs et tout parce que on a la NFC Sud aussi qui est représentée donc forcément Fake enfin news. c'est fake Fake news news. fake news. Euh, mon cher Vince, mon cher Yaya est là aussi. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut à toutes, salut à toutes. Bah écoute, ça va très bien. Moi, je regarde une autre actualité que les playoffs, mais avec C'est plein comme de moi, tu survoles le sujet. Tu vois, les playoffs, oui, oui, non, bah oui. Ça nous concerne pas vraiment. Oh. un petit peu quand même, parce que ça nous rappelle des souvenirs, mais voilà. Au moins, on pourra pas nous taxer d'être parti pris dans ce truc-là. Eli Tu vois. Manning, souvenez-vous. Ah oui, et dis-moi, Seb, est-ce que toi, tu as déjà vu un Super Bowl en direct de ton équipe gagner? Alors là, non, en effet. Voilà, donc merde. Par contre, tu me les as vus, mais pas de bol. Néanmoins, toi, effectivement, maintenant, c'est des souvenirs, et même des souvenirs qui s'estomperont rapidement comme Alzheimer te gagne, hein, bien sûr, à ton Ah, grand âge. donc Donc, profite tant que tu te rappelles encore de 2-3 trucs. oui, alors n'oublie pas que t'es plus vieux que moi, hein, quand même, donc s'il Oui, te mais plaît. nettement mieux conservé. Enfin, il y a un moment, il faut être réaliste aussi. Nous allons parler bien évidemment de tous ces matchs de wildcard dans quelques instants, mais juste avant, on voulait ouvrir évidemment ce podcast par l'actualité. L'actualité est chaude, l'actualité n'attend pas, comme dirait l'autre. L'actualité, c'est le John Harbaugh qui a été alors. J'aime pas le terme renvoyé parce que c'est plutôt, on a plutôt l'impression que c'est un accord entre les Ravens et John Harbaugh. Toujours est-il que John Harbaugh ne sera plus l'entraîneur des Baltimore Ravens la saison prochaine. Moi, c'est une partie de ma NFL qui s'en va, parce que 18 ans, j'ai quasiment connu que John Harbaugh à la tête des Ravens. C'est quand même, ça va me faire tout drôle. Bref, tout ça pour dire que John Harbaugh s'en va, et peut-être, mon Yaya, qu'il va atterrir chez toi. Alors c'est des rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs. Les bookmakers le mettent favori pour être prochain coach des Giants. C'est Oui, pas une bah moi, rumeur. de toute façon, du moment que c'est pas Mike McCarthy, moi ça me va. John Harbaugh chez les Giants, tu dis oui. Bah bien sûr que je dis oui. Mais oui, bah après, tu sais, est-ce qu'il va pas vouloir faire un break après autant de temps? Est-ce qu'il va pas vouloir rejoindre son frère? Il y a beaucoup de choses là-dessus. Effectivement, tu l'as dit, 18 ans dans la même franchise, c'est quelque chose de rare. Le timing est un peu bizarre. Il y a des choses dans la presse. Est-ce que le front office a cédé aux demandes du quarterback star? Je sais pas. Donc c'est un peu Ah, bizarre. tu penses que Lamar Jackson voulait la tête de John Harbaugh? Bah, il y a eu il y a eu 2-3 déclarations qui ont laissé un peu pantois.
Donc, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Mon Vince, c'est quoi, toi, ta réaction sur le départ de John Harbaugh des Ravens et tu le verrais bien faire quoi la saison prochaine? Ah ben, John Harbaugh, déjà, c'était quand même quelqu'un chez les Ravens, c'était quelqu'un qui était respecté, apprécié, mais il y a beaucoup de la fanbase qui était très impatiente d'avoir un nouveau départ quand même. Il sentait quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient un peu en rond, qui revenaient un peu en boucle et qui étaient cycliques. Et on voulait voir quelque chose de nouveau chez les Ravens. La décision a été prise, je pense, par les deux parties, clairement, parce que vraiment, hein, tout le monde parle de Parloway, pas vraiment de Fire, licenciement. il n'a pas été, Voilà. il a pas été Donc, viré. il y a eu un rendez-vous, ils se sont mis d'accord pour un départ et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que, mine de rien, ça tournait un peu en rond. Après, il faut pas oublier non plus que les trois dernières défaites des Ravens qui ont entraîné des éliminations sont dues à des erreurs humaines sur le terrain direct. Alors, une fois, c'est le kicker, l'autre fois, c'est Mark Andrews qui ne réceptionne pas un ballon alors il était seul. La troisième, je ne me souviens plus, il y a 3 ans, mais Zay Flowers contre c'était les Zay Flowers, voilà. Donc, qui drop le ballon à donc, 2 yards de la end zone. Donc, il y a pas grand monde qui en veut beaucoup à John Harbaugh pour autant, mais on avait le sentiment qu'il y avait besoin de rechanger quelque chose, d'avoir un nouveau cycle chez les Ravens. Et le moment était venu, 18 ans, tu l'as dit, c'était très long, c'était l'entraîneur en poste le plus vieux de la NFL. Et je suis persuadé qu'il retrouvera un poste assez rapidement. Moi, je ne le vois pas aller chez son frère, ou en tout cas rejoindre son frère. Je le vois, ouais, les Giants, ça pourrait être une bonne opportunité pour lui. Euh, il y a tout à faire, beaucoup en tout cas à faire, et donc je pense que ça peut être vraiment une bonne opportunité. Alors, il y a eu et Seb, hein, tu vas pouvoir me dire ce que t'en penses, toi, de l'histoire de John Harbaugh. Il y a eu, dans la journée de mercredi, une espèce de... Oui, là, pour le coup, c'était une rumeur, comme quoi il y aura un possible échange de coach, c'est-à-dire que Kevin Stefanski irait chez les Ravens et John Harbaugh irait chez les Browns. J'avoue avoir du mal à voir John Harbaugh chez les Browns. C'est plutôt un mec qui me va dans des franchises qui fonctionnent à peu près. D'aller chez les Raiders ou les Browns, ça m'étonnerait un peu. Mais t'en penses quoi, toi, mon Seb? De tout ça, de tout John Harbaugh, hein. Pas forcément des Browns. D'abord, cette espèce de move d'échange dont tu as parlé, ça me paraît étrange. Surtout, je vois pas Harbaugh partir chez un rival de division. Je sais pas. Je pense qu'il y a, moi, il y a quelque chose dans l'énoncé qui me gêne un peu. Chez les Ravens, c'est pas forcément chez les Ravens, moi, je pense que ça serait un bon fit, tout comme Harbaugh chez les Giants, hein, d'ailleurs. Moi, je le vois gros comme une maison, Stefanski chez les Ravens. Le gros problème de Stefanski, ce qu'il avait, c'était qu'il n'arrivait pas à développer ses jeunes talents et son QB. Il arriverait dans une franchise où il y a déjà un QB installé, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc, je sais plus ce que je disais. John Harbaugh chez les Giants. Harbaugh chez les Giants, pour moi, ça serait, ça pourrait faire sens, mais cette espèce d'échange, j'y crois pas trop. Après, l'agent de Jim Harbaugh a bien dit que 45 minutes après que on va dire son licenciement ait été officialisé, il avait déjà reçu 7 appels de franchises qui se disaient intéressés. Donc Harbaugh, s'il veut trouver du travail, il est évident qu'il n'aura pas de mal à en trouver. Après, c'est vrai que sur le pourquoi il est parti, pour le moment, les raisons sont pas très claires. Du moins en public, les Ravens disent que c'est un accord mutuel. Il y a quand même, en effet, comme le disait Yaya, il y a des rumeurs qui courent disant qu'il aurait perdu le vestiaire ou du moins le vote de confiance de certains joueurs. Je pense qu'on aura le fin mot véritable de l'affaire que bien plus tard, si on l'a un jour. Toujours est-il qu'il faut se rappeler que Harbaugh n'était que le 3e coach de l'histoire des Ravens. Lui voulait se voir comme le Chuck Noll, l'entraîneur historique des Steelers de Pittsburgh, comme le Chuck Noll des Ravens. Chuck Noll a coaché 23 ans dans la même franchise, il s'arrête à 18. Bon, c'est quand même un joli score. Après, c'est vrai que, ok, sportivement, peut-être que ça tournait un petit peu en rond. De là à dire que l'équipe était en bout de cycle, je pense pas qu'on puisse dire ça après une saison qu'on qualifiera en demi-teinte, parce que c'est pas non plus, je veux dire, ils n'ont pas fini à 3 victoires, les Ravens. Toujours est-il que ça fait des remous quand même dans le monde de la NFL quand tu as
un tel coach qui quitte une franchise qui a une telle image de stabilité. Et puis pour le coup, c'était peut-être la bonne année pour les Giants, du coup, pour changer d'entraîneur, tu vois, parce qu'ils se retrouvent avec John Harbaugh, du coup, disponible. Ça peut être plutôt pas mal. Bah, Oui, Vince? Juste une petite précision, mais c'est vrai que Seb l'a dit. L'agent a dit qu'il avait eu 7 contacts de franchise NFL. Actuellement, il y a 6 postes de vacants. Enfin, 7 avec celui des Ravens, mais forcément, les Ravens ne l'ont pas recontacté. Donc, il y a une Ils sont peut-être franchise. pas débiles non plus. Il y a, il y a- il y Donc, a deux, il il y a deux y a franchises au moins aussi une franchise, il y a au moins une franchise qui a encore son entraîneur qui a pris des renseignements sur Harbaugh. Ah ben, moi je mets une peux pièce sur une deux. franchise de Floride. Sur 2 de Floride. Sur Oui, 2 c'est de pas Floride, bon. oui, bien vu, bien Parce vu. que à l'heure où on parle, Todd Bowles c'est toujours l'entraîneur. Il n'a toujours pas été Et reçu. McDaniel sur aussi. notre- Ouais, mais McDaniel, après, on va pas faire l'émission sur les coachs, mais McDaniel, j'ai l'impression, ça me surprend moins parce que sur le pacte qu'il y avait eu au milieu de la saison, quand ils ont renvoyé le general manager, il a été dit qu'il serait jugé sur les résultats de fin de saison. Et il faut reconnaître, quel que soit le calendrier, quel que soit tout ça, que dans la deuxième moitié de saison, Miami, c'était quand même plus agréable à regarder et bien meilleur que ce que ça a été en début de saison. C'était pas forcément folichon tout le temps, il y a eu des erreurs, mais voilà, ça a battu Tampa, ça a pris des victoires qu'il fallait prendre. Donc, que Mike McDaniel soit encore en poste là, moi, je tombe pas des nues. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis que je ne tombe pas des nues. Oui, mon Yaya, qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, Miami a un très bon motif de licenciement. Il porte des pantacours. Voilà. Là, je regrette d'avoir donné la parole, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas savoir les interventions avant, c'est pas scripté. Hein. C'est la preuve même que cette émission, je n'ai pas les interventions de mes congénères avant qu'ils parlent, hein, parce que sinon, vous vous doutez bien que je n'aurais pas distribué la parole à ce moment-là. Eh ben, c'était pour clore le débat sur les coachs et partir sur les playoffs. Tu vois, je t'ai tendu une perche. Alors, je ne vois pas du tout le rapport entre les Pantacours et les Panthers dont on va parler, tu vois. Mais Voilà. je veux Ça bien. commence par pan. Dans ce cas-là, quand tu fais une transition, essaye qu'elles soient un peu soignées, quoi, parce que là, ils portent des pantacours. On va passer aux Rams. Ok. Oui, très bien. Sans transition. Passons-y. Eh ben voilà, tu vois, tranquille. Oui, mais c'est moi qui viens de la faire, la transition. Bah Merci, oui. c'est gentil. Alors, donc, on va passer au wildcard, au preview de wildcard. En commençant, alors on va faire dans l'ordre du calendrier, mon cher Yaya. Hein, l'ordre du calendrier. On va commencer donc par les Panthers face aux Rams de Los Angeles. Un match qu'on a déjà vu cette saison. C'était en saison régulière. Les Rams étaient largement favoris au moment d'arriver du côté de la Caroline du Nord. Et pourtant, ils avaient chuté 31-28, une défaite pour les Rams, une défaite surprise à ce moment-là. Ils se représentent cette fois en play-off. Est-ce que, mon cher Seb, l'histoire est amenée à se répéter? Ah, bien malin qui pourra le dire maintenant, parce qu'on a quand même là 2 équipes qui déjà qui partent pas avec les mêmes armes de départ. Déjà, on va comparons juste les bilans respectifs. 12 victoires, 5 défaites pour les Rams, 8 victoires, 9 défaites pour Carolina. Et oui, à 8-9, on est champion dans la NFC Sud. C'est vous ne rêvez pas, c'est bien Ça ce qui est en arrive, train de se ça faire. arrive. Et encore plus fort, c'est quand même l'équipe à 12-5 qui va se déplacer chez l'équipe à 8-9. C'est incroyable. Donc les Rams qui ont hérité du 5e seed, qui effectivement ont été battus 28-31 par Carolina à la surprise générale. Là où les Rams, la vraie force des Rams, c'est sur la qualité de leur effectif. En effet, c'est un effectif qui est très complet. Ils ont, alors, à une petite exception près sur laquelle je reviendrai peut-être un peu plus tard, ils n'ont pas vraiment de faiblesse dans leur jeu. Leur attaque est première en scoring, leur défense est 10e en scoring. Sean McVay, Chris Shula et Matthew Stafford étaient déjà présents lors de la victoire au Super Bowl il y a 4 ans. Donc, il y a déjà un fond d'expérience des grands rendez-vous dans ce club. Du côté
de Carolina, la vraie force, en fait, c'est sa jeunesse et en particulier un joueur, c'est Tetaroa Macmillan, leur receveur. Il y avait beaucoup de questions autour de lui avant la draft. 70 réceptions, 1014 yards et 7 touchdowns plus tard. Les doutes sont levés. C'est quelqu'un qui est monté en puissance et en volume de jeu au fur et à mesure de la saison, qui sera, à n'en point douter, l'arme numéro 1 des Panthers dans ces playoffs et sûrement lors des années à venir. Ça va vraiment être, alors quand même pas les modernes contre les anciens là-dessus, mais une équipe d'expérience qui va affronter une équipe vraiment jeune et très peu aguerrie à ce type de rendez-vous. Est-ce qu'on a, mon Yaya, est-ce qu'on aurait une volonté de la part des Rams d'appuyer notamment sur le jeu au sol? On sait que lors du match de saison régulière, ils avaient été plutôt performants dans ce domaine, au contraire de Matthew Stafford, qui avait sorti l'une de ses performances les moins bonnes de cette saison 2025. Pourtant, la défense de Carolina n'est pas particulièrement réputée pour être terrible, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que là il y a une volonté, à ton avis, de partir sur un jeu au sol ultra dominant pour garder le contrôle du chronomètre et pour pouvoir faire dérouler le match à leurs mains? Oui, parce que c'est une des grosses forces du jeu des Rams. Sean McVay est quelqu'un de très intelligent. C'est peut-être un des meilleurs coachs, même si lui aussi porte des pantacours. Et il y tient ses pantacours ce soir. Oui, Voilà. je fais une fixette là-dessus. On t'en offrira un pour ton anniversaire. Oui, alors non merci. Non merci, ça va aller. Moi, je t'achèterai un album de Patrick Sébastien si tu veux. J'adore Raoul. Ils sont septième à la course. Quand ton souffle. Pardon. Désolé. Oh non, c'est lamentable. Oui. On est à peine un quart d'heure d'enregistrement, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, oui, ça va être la course, parce que on sait que même si c'est pas une attaque faramineuse du côté de Carolina, c'était la 27e attaque en termes de points. Je suis pas. Enfin, c'est le match le plus déséquilibré sur le papier quand même. Ah oui, alors petit bookmaker, même si vous aurez après un podcast spécial Paris Sportif, c'est 11 points et demi d'avance qui est donné par les bookmakers aux Rams contre les Panthers. Et je suis vraiment pas sûr qu'il y ait que le jeu de course. Je pense que ils vont essayer de sortir vraiment tout ce qu'ils ont, de lâcher les chevaux, quitte à après en quatrième quart-temps tout stopper, enfin tout stopper, non, mais mettre les remplaçants et mettre à l'arbage tout le gros de l'effectif. Donc sur le jeu de course, oui, parce que c'est de leur force, mais tout basé là-dessus, je suis pas sûr. Ils vont surtout essayer de bloquer Bryce Young et de limiter cette attaque. Et après en attaque, ils feront, il n'y a pas besoin de faire grand chose, je pense. Ils vont être assez tranquilles. Est-ce qu'on n'est pas là, Vince, sur le danger principal de ce match, à savoir considérer que c'est déjà trop facile et presque gagné d'avance pour les Rams? Est-ce que c'est pas déjà ce qui s'était passé précisément il y a un mois quand ils étaient arrivés? Il faut aussi peut-être mettre dans la balance cette histoire de trajet, parce qu'on a quand même un long déplacement et on sait que c'est pas toujours facile pour les équipes de venir du bout de la côte ouest pour aller jusque sur la côte est. Ce sera le même cas de figure, on en parlera tout à l'heure avec les 49ers du côté de Philadelphie. Tu traverses complètement le pays, c'est pas forcément toujours évident. Ah oui, mais tu lèves les yeux au ciel, mais regarde le début de match des Seahawks contre les Panthers il y a 3 semaines. Ils ont traversé le pays, ils ont fait quoi en première mi-temps? 3 points. Tu parles de moi qui lève les yeux au ciel? Non, je parle de Yaya. Ah non, parce Yaya. que moi je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'en plus de ça, en plus de ce long trajet, il y a quand même 3 heures de décalage horaire. Et jouer là-bas à 22h, c'est comme si tu jouais, en fait, enfin 22h en France, donc à 18h là-bas, c'est comme si tu jouais en fait le matin ou en tout début d'après-midi chez eux. Donc oui, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un décalage. C'est important cette différence. Après, je compte et je pense que Sean McVay est vraiment suffisamment intelligent et a suffisamment d'expérience pour pouvoir anticiper tout cela. Et moi, c'est là que je vois la plus grosse des différences.
c'est dans le coaching staff et dans l'expérience qu'ils ont tous du côté des Rams. Je vois vraiment les Rams l'emporter grâce justement à la stratégie qu'ils vont mettre en place pour essayer de battre ces Panthers. Seb l'a clairement dit, c'est une équipe qui est beaucoup plus aguerrie contre une équipe qui est jeune, qui est en expérience, qui est en recherche d'expérience. Pour les Panthers, ce n'est pas un must-win ce match, c'est juste de la prise d'expérience pour les années à venir. Il ne faut pas l'oublier. C'est déjà très bien qu'ils soient en play-off et je pense que, un peu comme les Broncos l'an dernier, on ne les voyait pas en play-off, ils y sont allés, ils ont pris de l'expérience et ils vont viser l'année prochaine, dans 2 ans. Oui, et puis ils ont rien à perdre. Hein. C'est peut-être ce Ils qui ont les rien rend à perdre. précisément dangereux, c'est qu'ils ont absolument rien à perdre. Tout le monde les voit C'est vrai. perdants. Bon, bah, ils gagnent, voilà. Ils perdent, tout le monde dira oui, c'était normal. S'ils gagnent, bah, voilà, ils gagnent. Oui, bon, Yaya, pourquoi tu souffles? T'échauffes, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, Explique à truc- tonton ce qui t'arrive. alors, c'est que au bout d'un moment, les gars, ils voyagent pas dans une bétaillère, ils sont pas en train, ils voyagent dans des conditions XXL. C'est des joueurs qui sont aguerris à ça. Si ça explique une défaite en playoff, bah les gars, faut arrêter. Et il y a des coaching staff dont c'est le métier de gérer ça. Euh, oui, ça joue, mais c'est pas Oui, voilà, le moi, truc. c'était là-dedans. C'était dans le sens où C'est je te dis pas que marginal. ce sera- C'est voilà, marginal. je te dis pas que ce sera le seul truc, mais tu vois, si on imagine que la semaine prochaine, les Rams, ils doivent aller jouer à Seattle, par exemple. Donc ils ont joué, ils sont partis de Los Angeles, ils sont allés à Carolina. La semaine prochaine, ils vont à Seattle, avant d'aller, je sais pas où, la semaine suivante. On va dire à Philadelphie la semaine suivante. Tu vois, t'imagines le trajet? Tu vois, c'est quand même pas à côté, quoi. Alors oui, ils voyagent dans des très bonnes conditions, mais quand ça fait 18 semaines que tu t'es tapé un trajet comme ça, enfin, c'est quelque chose qui en début de saison est de plus en plus regardé, les différences kilométriques entre les équipes. Et quand tu regardes, eh ben, des fois, ça joue aussi sur le déroulement de la saison. Alors là-dessus, on va prendre l'exemple s'ils passent et qu'effectivement ils vont à Philadelphie. Ils ont aussi la possibilité de ne pas rentrer à Los Angeles et de rester sur la côte Est. Ils ne le Oui. feront pas. Mais je sais qu'il y a des road trips des fois qui se font et qui, en plus, permettent de resserrer les liens dans l'équipe. Non, mais moi, je te parlais s'ils étaient obligés de repartir à Seattle, par exemple, la semaine prochaine. Ah oui, bah là, c'est. Oui. Et après, ils retournent à Philadelphie. Mais tu sais, j'ai envie de dire, bah, dans ce cas-là, si ça te traversé dérange, 3 fois le pays en 3 eh ben, semaines. ils ont qu'à être comptables chez State Farm. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te Ou dise? joueur de saxo. Oui, voilà, ou donneur de Boule de boule de bain. Voilà, Mais c'est enfin, là-dessus, oui, sur la durée, mais c'est des sportifs professionnels, ils ont oui, la bien sûr. ils sont aguerris à ça. Évidemment. Après en saison régulière, tu fais les déplacements un peu au dernier moment. Là, en playoff, je pense qu'ils vont partir même dès jeudi. Je pense qu'ils iront là-bas pour justement éviter d'avoir trop le jet lag et tout ça. Donc, bon, en playoff, ça se verra moins, je pense. Mais tu as raison sur un point. La fatigue accumulée de la saison avec les voyages peut se faire ressentir. On passe on passe au pronostic déjà. Un petit pronostic rapide. Rams ou Panthers, je vous demande pas plus. Rams ou Panthers, Seb? Tu ne demandes même pas le Rams. score. Non, ce sera pour le podcast Paris Sportif. Mais si tu veux donner le score, vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Rams pour Seb. Mon Yaya, Rams. on vise Rams aussi, plus de Félicitations, Panthers. 15 points. plus de 15 points. On peut féliciter les Panthers pour Pour leur qualification. Bravo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Carolina, salut les amis. Du coup, si Carolina. Ah, bah non, j'allais dire, non, ils sont numéro 4. J'allais dire, ils joueront forcément chez les Seahawks, mais non, pas du tout. Ils sont tête de série numéro 4. Même avec le pire bilan, tu peux être tête de série numéro 4. C'est absolument fou, cette NFL. On passe on est toujours en NFC et on va aller du côté de la NFC Nord avec les Bears qui reçoivent les Packers de Green Bay. Un duel ô combien historique, mon Yaya, pour ce deuxième match de playoff. Oui, bah, c'est des rivaux de division, c'est deux franchises historiques, quasiment là depuis le début. Il y a la première équipe de football était à Chicago, mais c'était pas les Bears. Mais bon, ça c'est autre chose. Deux équipes qui sont sur des dynamiques un peu
similaires. Il y en a une qui est sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs et l'autre qui est sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Les Bears qui sont la bonne surprise de la saison avec l'arrivée de Ben Johnson. Alors, est-ce que ça va pouvoir se transposer sur les playoffs, la belle saison régulière, 11 victoires, 10 défaites. Première en playoff de Caleb Williams. J'ai envie de te dire, ils vont passer au révélateur. L'avantage, c'est qu'ils reçoivent les Packers. Les Packers qui ont perdu justement à Chicago il y a peu. C'est en week 16, si je dis pas de bêtises. Là, ouais, tout à fait. Et alors déjà, comment il s'appelait Jordan Love était absent de mémoire sur ce match-là. Il aurait pu revenir le match dernier, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il est resté à l'herbage. Moi, ce match, ça peut être vraiment tout ou rien en tant que fan. C'est une guerre de tranchées, où il y a Chicago qui prend une grosse avance, même si on sait qu'ils ont été coutumiers du fait de faire des comebacks. 11e en points, alors que Chicago est 23e en points. En termes d'attaque, c'est 9e en attaque, mais je parlais de yards, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. 6e en points pour Green Bay et 11e. Non, c'est accordé, pardon, excusez-moi. Il est paumé dans ses stats. T'es perdu. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'était défense. Non, c'est-à-dire que oui, Green Bay, ça va être la défense qui va donner le là, même s'ils ont perdu Micah Parsons. Et face à la 9e attaque en points, ça va être force contre force, faiblesse contre faiblesse. Donc on va voir ce que ça va donner. Chicago, pendant toute la saison, a surtout été le numéro 1 au différentiel turnover. C'est-à-dire qu'ils ont gagné plus 22 ballons. C'est là, encore une fois, où tout va se jouer pour Chicago. Est-ce qu'ils vont être capables de forcer des turnovers sans en provoquer? C'est ça qui va être la clé du match. Le facteur X. D'ailleurs, oui, les Bears qui sont leaders en interception. Dans cette et les Packers qui sont la deuxième équipe qui se font le moins intercepter dans cette saison. Donc ça va être là pour le coup, tu disais force contre force et faiblesse contre faiblesse. C'est tout à fait le cas ici aussi. Je rappelle juste les deux scores puisque c'est un duel de division. Ils se sont joués 2 fois déjà dans cette saison régulière. Les Packers avaient gagné à Green Bay 28-21. C'était le 7 décembre et les Bears s'étaient imposés en prolongation 22-16. C'était le 20 décembre, c'était il n'y a pas si longtemps, un match d'ailleurs où ils avaient été très très longtemps menés au score avant de revenir dans les tout derniers instants. À quel genre de match tu t'attends, Vince, dans ce Bears-Packers? Alors, je m'attendais vraiment à une guerre de tranchées intense, mais maintenant que Micah Parsons est blessé, donc on le sait maintenant depuis 2 semaines, je pense que il va falloir que les Packers se prennent un peu plus d'espace sur le terrain, surtout dans leur défense, et qu'ils arrivent à. En fait, pour moi, la clé du match, elle est surtout sur la défense des Packers et sur leur capacité au niveau des edges à bloquer les extérieurs. S'ils arrivent à bloquer les extérieurs et à bloquer Caleb Williams au niveau de ses courses externes qu'il peut avoir pour se sortir de ces situations difficiles, ça peut être vraiment une bonne opportunité pour eux. Maintenant, je vois quand même des Bears avec un Ben Johnson qui arrive en pleine confiance. Le dernier match, ils l'ont gagné, c'était à la maison, même si c'était après prolongation, ils l'ont gagné. Ça va être un match serré, je n'en doute pas. Un duel de division, et puis c'est pas qu'un duel de division, c'est vraiment de gros rivaux. Un match très froid, il va faire très froid à Chicago. Donc, je vois pas énormément de points et une différence, ça se jouera à un field goal près, je pense. Mon cher Seb, tu fais confiance plus à qui, Jordan Love ou Caleb Williams? Ah, alors là, c'est une bonne question. Parce que Jordan Love a fait, malgré une saison un peu tronquée,
une très bonne saison, hein, 3381 yards lancés, 23 touchdowns, 6 interceptions. Il ne faut pas oublier que son remplaçant, Malik Willis, lui, s'est vraiment montré à son avantage, hein, aussi lorsqu'il a joué 85,7% de réussite, 422 yards, 3 touchdowns, 0 interception en 4 matchs joués. Du côté de Caleb Williams, force est de constater quand même que notre homme a énormément progressé par rapport à la saison précédente. Il fait partie des quarterbacks, je crois qu'il est troisième dans parmi les quarterbacks qui ont le ratio de sac le moins important de la ligue. Alors c'est pas seulement parce que sa protection a énormément progressé, hein, également, mais c'est aussi parce que lui-même contrôle beaucoup mieux son jeu, le sack rating, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, les quarterbacks l'ont beaucoup en contrôle. Et effectivement, Williams, qui a ce profil de quarterback très athlétique, ne force plus le jeu comme il avait l'habitude de le faire la saison dernière et qui lui a valu de grosses déconvenues. Donc, à qui on fait le plus confiance ? C'est un peu compliqué. Je vais pas dire égalité, mais je vais donner l'avantage à Jordan Love en raison de l'expérience. Mais attention, Green Bay, malgré Jordan Love, va avoir besoin de Josh Jacobs. L'attaque fonctionne beaucoup moins sans lui à Green Bay, voire en week 16 contre Chicago justement et en week 17 contre Baltimore. Et du côté de Chicago, il faudra compter sur Luther Burden III, qui a énormément progressé lui aussi au cours de la saison, qui a pris beaucoup de volume de jeu. Il faut surtout pas lui laisser d'espace, et c'est également un très bon kick returner. Donc, deux attaques qui ont vraiment des atouts à faire valoir. Du côté des défenses, je vais rebondir sur ce qu'a dit Vince. Pour Green Bay, les blessures ont vraiment fait beaucoup de mal, hein. Micah Parsons et également Devontae Wyatt. Seulement 2 sacs enregistrés en défense pour les Packers. Et du côté de Chicago, c'est un peu la soupe à la grimace aussi. 1313 yards encaissés depuis la 16e semaine. Ils sont 31e en efficacité de pass rush, mais ça se traduit pas en nombre de sacs. Et la véritable efficacité, le point d'ancrage de cette défense, c'est les takeaways, 33 comme l'a rappelé Vince, dont 23 interceptions. Et on a eu l'illustration lors du match contre San Francisco il y a 2 semaines, où Chicago a prouvé qu'en attaque, ils pouvaient se montrer à la hauteur des meilleurs, que du côté de la défense, s'ils ne parviennent pas à provoquer des turnovers, ils ont du mal à endiguer le tsunami qui peut arriver. Tsunami, non, c'est pas en Floride, hein, mon cher Yaya. Il va commencer à nous reparler de la météo, sinon. Un tsunami ne peut être que en et c'est un ouragan de ce côté-là. Tout à fait. Comme un ouragan. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est un raz-de-marée. Oui, c'est un raz-de-marée, pardon. C'est un raz-de-marée. Et ça ne peut être que sur une côte ouest, je crois. Ok. Tu parlais tout à l'heure d'un podcast spécial rock qu'on ferait plus tard. On va peut-être faire celui météo aussi un peu plus tard, même s'il a la même chevelure qu'Alain Gillot-Pétré. C'est pas, voilà. On va pas faire tout de suite le podcast météo. On passe, justement, tu en parlais de Floride. Là, la transition est bonne, tu vois, mon cher Yaya. On va passer aux Jaguars de Jacksonville qui vont défier les Bills. Tu me disais, Vince, que c'était l'une des affiches que tu attendais le plus dans ce tour de wildcard. Et oui, c'est vraiment l'affiche. C'est peut-être vraiment l'affiche que moi j'attends le plus. C'est peut-être pas la plus belle sur le papier, mais en tout cas c'est celle que j'attends. Parce qu'il est à 19h et que tu es sûr de ne pas être endormi, c'est ça? Non, pas du tout. Là, tu sais, avec le décalage horaire que je vais me prendre, peut-être qu'à 19h je dormirai. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment parce que cette affiche me donne envie. Les Jags ont développé un jeu offensif qui me plaît énormément. On ne s'attendait clairement pas à ça de leur part. Enfin, on espérait pouvoir les voir à ce niveau-là, mais de là à arriver à ce tel niveau de jeu à ce moment de la saison, moi j'y croyais moyen. Pour autant, là, ils ont vraiment fait une saison de patron dans leur division déjà pour commencer.
Et ensuite, en gagnant des matchs, en allant gagner des matchs chez des très bonnes équipes, hein, ils ont quand même battu les Broncos et pas qu'un peu à Mal Heights, donc c'est vraiment intéressant. On a un Trevor Lawrence qui avait énormément de pression en début de saison parce qu'on se demandait beaucoup s'il pouvait être vraiment le QB que la franchise attendait, si c'était vraiment celui-là qu'il fallait, s'il fallait pas tout changer encore une fois. Il a su répondre à ses attentes. Et puis de l'autre côté, on a les Bills avec un Josh Allen qui est toujours là, toujours présent, qui sait répondre, qui a son expérience, et pas que Josh Allen d'ailleurs, mais toute l'équipe des Bills a beaucoup d'expérience en playoff. Et ils vont avoir envie de montrer là aussi de bonnes choses pour pouvoir continuer et espérer aller jouer leur divisional round. Donc c'est un match qui pour moi, alors à l'inverse du match d'avant, où on disait que ça va se jouer dans les tranchées, là c'est un match qui peut ressembler vraiment à du hurrah football, qui peut ressembler à du full offense des deux côtés, même si, encore une fois, les défenses forcément de ces deux équipes ce ne sont pas les dernières arrivées, les dernières nées, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir une bonne défense, c'est évident. Mais ces deux équipes qui sont beaucoup plus portées sur l'attaque, il me semble en tout cas, et le talent des deux quarterbacks qu'il y a sur le terrain m'amène à penser que le match va vraiment être un match offensif avec beaucoup de show dont ils nous ont montré un peu tout au long de la saison. Donc, je suis très impatient de voir ça. Alors, match offensif, mon cher Seb, juste un petit mot, c'est que les Bills sont la meilleure défense contre la passe de toute la NFL, et les Jaguars sont la meilleure défense contre la course de toute la NFL. Alors d'ailleurs, il va y avoir un vrai choc des valeurs parce que tu as une très bonne défense contre la course, contre une très bonne attaque du côté des Bills dans le jeu au sol. Donc ça va vraiment être un point important. Qui est-ce qui va nous gagner ce duel entre le jeu de course flamboyant des Bills et l'excellente défense contre la course des Jaguars? On attend de voir qui prendra le dessus justement. On va attendre beaucoup de la part de James Cook qui a survolé à nouveau cette saison et qui a vraiment été le point de stabilité de cette attaque des Bills. Qui certes reste explosif, mais qui se cherche encore un petit peu dans son attaque aérienne, puisqu'il n'y a pas vraiment de receveur numéro 1 qui se détache, et surtout lorsque Dalton Kincaid est absent, on se rend compte que les choses marchent beaucoup moins bien. Mais Josh Allen, bien sûr, il reste l'homme de cette attaque. Il faut rappeler que Allen, il a déjà disputé le titre AFC 2 fois, et là, cette saison, il a plus ni Joe Burrow ni Patrick Mahomes sur sa route. Jackson. Ni Lamar Jackson. Donc là, à moins qu'il se crée une nouvelle Némésis, honnêtement, faut qu'il y aille, quoi. C'est maintenant ou jamais, Josh. C'est La maintenant. chatière est Mais redevenue une fenêtre, tu vois. Pour ce faire, il va avoir besoin que la défense fasse de nombreux stops pour rester le plus longtemps sur le positif, parce que enfin, j'ai envie de dire quelque chose. Même Allen, ça va être le facteur X pour Buffalo dans cette rencontre, parce que tant qu'il est sur le terrain, tous les espoirs sont permis pour les Bills. Et puis, il a quand même réussi quelques coups d'éclat, hein. Des victoires en étant mené 23-6 contre Tampa, 23-0 contre Pittsburgh, 35-7 contre New England, et il a failli refaire le même coup contre Philadelphie quelques semaines après. Moi, le bémol que je mettrais, c'est sur l'absence de vrai numéro 1 parmi les receveurs, et peut-être la défense de Buffalo qui débute ses matchs beaucoup trop lentement, et surtout quand son pass rush a du mal à trouver son rythme. Il faut noter aussi, Buffalo n'a jamais remporté un match de playoff à l'extérieur sous le règne de McDermott, et peut-être que ne pas remporter leur division, ça a été un petit coup dur pour eux cette saison. Yaya, est-ce que c'est un match pour toi qui peut se jouer à l'expérience? On sait qu'il y a beaucoup plus d'expérience du coup du côté des Bills, hein, avec un Josh Allen qui est rodé à l'exercice des playoffs, avec un Sean McDermott qui a l'expérience, alors qu'en face, on a un Trevor Lawrence qui certes a déjà participé à des playoffs, mais qui n'est jamais allé très très loin. Et on a surtout un Liam Cohen qui jouera pour la première fois des playoffs NFL. En fait, en tant que head coach, je précise. Ouais, bien sûr.
Là-dessus, Trevor Lawrence, il a déjà gagné un match en playoff. Donc, tu vois, je pense que gagner à domicile, ça peut être quelque chose qui est faisable. Après, effectivement, comme Seb l'a dit, ça va être comment il va disséquer la défense de Buffalo. Est-ce qu'ils ont gardé des choses? Est-ce qu'ils vont pouvoir préparer un plan anti-Trevor Lawrence? C'est ça vraiment, pour moi, ce qui va être la clé, surtout depuis l'arrivée de Myers. On voit qu'il y a une complicité. Il a des receveurs. Il a Travis Etienne, en plus, qui va pouvoir le soulager sur le jeu de course. C'est une équipe qui est quand même assez complète. Après, moi, du côté de Buffalo, j'ai envie de dire, c'est l'année ou jamais. On le dit ça tous les ans, mais c'est Oui, vraiment... là, oui, là, non, là, oui. Là, ok, ils jouent un gros morceau parce que c'est une des équipes qui arrive lancée, qui est sur je sais pas combien de victoires d'affilée. Ils arrivent plein de balles. Pour moi, il n'y a pas... Ça peut, sur la dynamique est Jacksonville. Après, du côté de Buffalo, effectivement, tu l'as dit, il y a l'expérience. Josh Allen, est-ce qu'il va être capable de sublimer qui il est? Ils vivent et ils meurent par Josh Allen. Et le problème, c'est que est-ce qu'il va être obligé de prendre son costume de super-héros très tôt dans le match ou est-ce qu'il va le garder au vestiaire parce que l'équipe aura tourné avec? Donc pour moi, c'est ça la vraie question du match. C'est est-ce que Josh Allen va être obligé de faire Superman? On a un vrai coin flip, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des paris sportifs. Un coin flip, c'est un 50-50 du côté des bookmakers. On a vraiment des cotes très très équilibrés entre les Bills de Buffalo et les Jaguars. Les Bills sont donnés gagnants à 0,5 points, donc autant dire que c'est vraiment l'un à côté de l'autre. Quel est votre sentiment à vous, chacun? Vince, plutôt Bills ou plutôt Jaguars? Le cœur dirait Jaguars, mais l'expérience et tout, je vais mettre quand même les Bills qui en sortiront vainqueurs. Les Bills, mon hier. Moi, c'est l'inverse de Vince. Moi, je pense que c'est les Jaguars, mais mon cœur me dirait les Bills. Et Seb? Les Bills, je vais Laisse vers parler ton l'expérience. cœur, n'est-ce pas? Laisse parler ton cœur, Seb. En parlant de ton cœur, Seb, celui-ci va se fragiliser une nouvelle fois ce dimanche soir à 22h30, puisque les 49ers vont s'en aller de côté de Philadelphie pour tenter d'aller se qualifier pour le Divisional Round. Alors, c'est une affiche qu'on connaît bien, hein, le 49ers Eagles. C'était la finale de conférence de la saison 2022. On a cette réédition, il y avait même eu un match, je crois, la saison d'après, lors de la saison 2023, entre les 49ers et les Eagles. C'est un match avec deux équipes qui se connaissent très bien, deux coachs qui se connaissent aussi parfaitement. Voilà, il y a des forces des deux côtés, il y a des faiblesses des deux côtés. Je te laisse nous présenter tout ça. Seb. C'est ton équipe, fais-toi plaisir. Ah oui, d'accord, carrément. Ah bah oui. Un premier déplacement périlleux, hein, quand même, pour San Francisco. C'est pas le jamais plus facile. simple. Ah oui, donc C'est jamais simple d'aller jouer à Philadelphie. Il y a des raisons d'espérer tout de même pour les 49ers. Leur attaque, d'abord, hein, il n'y a aucune attaque qui joue aussi bien que la leur depuis notamment le retour de Brock Purdy en 11e semaine. San Francisco a marqué en moyenne 30 points pile poil par match. C'est les 4e de la NFL avec Purdy qui a très très bien joué. Alors bien sûr, il y a eu des problèmes de blessures au cours de la saison. George Kittle qui a l'air de soigner encore une entorse à la cheville. Trent Williams qui a manqué le dernier match de saison régulière à cause d'un problème d'ischio-jambier. De la semaine dernière, pardon. Kittle, lui, avait joué la semaine dernière, mais en revanche, l'absence de Williams, elle a quand même été criante contre Seattle. Si on peut avoir ce groupe au complet et puis un Christian McCaffrey, bien sûr, des grands jours, il y a toutes les raisons d'espérer. En revanche, le bilan est un peu moins brillant du côté de la défense. Et là, la raison, on la connaît. Fred Warner out depuis très longtemps. Bosa out également depuis très longtemps. Et bilan, ça nous donne une équipe qui fait partie des 3 plus mauvaises en matière de points encaissés par match.
25,5 et de yards alloués par jeu, 6 yards encaissés en moyenne. Ils ont le pass rush également, un des pass rush les moins productifs de la ligne. Certes, il y a eu des signes. Alors moi, j'ai même, je te coupe, moi j'ai même le moins productif, non? C'est pas le. Oui, en effet, oui, autant pour oui, c'est le moins productif de la ligue. Hein. Faut pas, t'as raison, non, il faut pas mettre d'euphémisme là-dessus. Et ça veut dire une chose, mais ça, les Niners le savent depuis le début. Afin de gagner, il faut que leur attaque surproduise afin de pallier aux lacunes de leur défense. Donc, ça va être compliqué, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Alors Seb fait une transition parfaite, lui, puisqu'il parle de cette attaque qui doit surperformer. Justement, mon Yaya, on l'a vu la semaine dernière dans un match décisif face aux Seahawks. La défense de Seattle a très bien contenu, et je le redis, et je salue mon ami Nicolas qui m'a envoyé un mail parce que j'avais dit que Christian McCaffrey avait droppé le ballon dans les bras du défenseur de Seahawks. Il m'a justement repris en disant que le ballon avait été dévié par le défenseur de Seahawks avant qu'il soit relâché par Christian McCaffrey, ce qui est tout à fait exact. Je disais donc que les Seahawks ont trouvé la recette, maintenir San Francisco à un total de points assez faible, les enfermer dans un match défensif. Est-ce que c'est là la recette aussi que doivent adopter les Eagles? Surtout que les Eagles sont une top défense. Ah oui. Et donc, ça les arrangerait. Alors, ça, c'est vrai qu'en attaque cette année, ça n'a pas toujours été folichon. Il y a suspicion de garder des jeux sous le coude. Ça, c'est ta suspicion. Ça. Non, c'est quelqu'un d'autre dans le podcast qui soupçonnait qu'il jouait avec le frein à main. Je cite. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir cette année s'ils ont fait une partie de poker menteur parce qu'ils n'avaient pas besoin de forcer leur talent cette année. Après, du côté de San Francisco, le match il est clair, ça veut dire qu'il va falloir agresser leur défense et les faire et les battre là-dessus. Côté défense, ça va être compliqué et après il va falloir tenir Saquon Barkley, AJ Brown et voilà. Donc si en plus c'est l'équipe qui a été le moins productif en termes de sacs et que Jalen Hurts est dans un fauteuil, ça va être très compliqué du côté de San Francisco. Mais effectivement, le but, ça va être pour Philadelphie, ça va être de les éloigner le plus longtemps possible de la balle parce que quand ils n'ont pas la balle, c'est là où ils seront le moins dangereux. Et puis voilà. Juste sur les turnovers, ils sont à -6 en turnover sur la saison du côté de San Francisco et ils sont à +6 du côté de Philadelphie. Donc, est-ce que limiter les turnovers et créer des turnovers du côté de San Francisco, ça va pas être la clé? J'ai envie de dire si. Donc voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, il va falloir donc du côté de San Francisco ne pas se laisser enfermer dans un match défensif et d'aller essayer de marquer, d'emballer le match. Vince, ton avis là-dessus, ne pas. En gros, on est sur une situation où les 49ers ont tout intérêt à avoir un match un peu hurrah football offensif, et de l'autre côté, parce qu'ils se diront que les Eagles, leur attaque va peut-être pas suivre le rythme, et de l'autre côté, les Eagles ont tout intérêt à faire un match avec le moins de points possible, puisque c'est là leur domaine de prédilection. Ouais, comme l'ont très bien dit Yaya et Seb, hein, c'est vraiment là-dessus que doit appuyer les 49ers pour espérer aller remporter ce match. Les Eagles ont été un peu sous le radar pendant toute la durée de la saison. On n'en a pas beaucoup parlé, très franchement. Ils étaient là, mais sans vraiment faire d'éclat, sans parler en trop bien d'eux, sans parler en mal d'eux. Ils ont perdu à New York, il faut le dire, comme ça fera plaisir à Yaya. Mais à part ça, sinon, les Eagles ont été un peu en sous-marin, moi, je trouve, cette saison. Et donc, on attend de voir un peu ce qu'ils vont faire en playoff. Mais
maintenant, j'ai du mal à lire ce match parce que il y a énormément d'expérience des deux côtés, surtout du côté du coaching staff forcément. Mais il faut aussi voir que les Niners, qui les attendaient là au début de la saison, vraiment pas grand monde, surtout au vu de tous les départs qu'ils avaient eu dans cette intersaison. Souvenez-vous de ce qu'on disait dans Tu les les attendais previews. pas en playoff, toi? Franchement, quand tu voyais la division qu'ils avaient et les Ouais, mais départs attends, qu'il y avait, la division qu'ils avaient, il faut quand même rappeler qu'on parle des Seahawks, que oui, pour le coup là, personne ne mettait à cet endroit-là. ok. Euh, Mais est-ce que moi, perso, j'aimerais je les mettais- j'aimerais bien qu'on réécoute les podcasts de début de sans saison. problème. Moi, je les ai mis deuxième derrière les Rams et en playoff, donc il n'y a pas de problème. Ah ben moi je Mais les avais mis, je sais pas si je les avais mis deuxième, mais en tout cas au regard du calendrier qu'ils avaient, qui était quand même sur le papier au début de saison, qui n'était pas le plus difficile, bon, il était quand même Non, mais- relativement attendu que les 49ers soient en playoff. Ah oui, oui, et surtout que s'il n'y avait pas eu les blessures de Warner et Bossa, je suis vraiment pas sûr que Seattle aurait eu le first seed, tu vois. Oui, mais peu importe en fait. Ce que je voulais dire, c'est que cette défense, ok, elle encaisse pas mal de points, elle est assez permissive, mais elle a été quasiment entièrement remaniée quoi à l'intersaison. Il y a eu énormément de changements, énormément. Pendant la saison qu'elle a été défoncée aussi. Mais... Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que forcément cette défense, l'attaque est au courant de ça et doit amener vers un match offensif, mais ce que je veux dire, et c'est là mon point, c'est que les Eagles sont aussi au courant de ça. Et les Eagles, ils vont appuyer là où ça fait mal, c'est normal. Donc, on va avoir une vraie bataille stratégique entre les deux coachs. Et je suis curieux de voir ce match que ça va donner. Ça risque d'être un match assez surprenant à suivre parce que ça va être une vraie partie d'échecs. Alors, moi, il y a juste un point sur lequel je voulais appuyer du côté de Philadelphie, c'est qu'il y a deux joueurs très, très importants qui sont questionable. Alors, questionable à ce moment de la semaine. Le jeudi, oui, voilà. Ça veut dire qu'ils seront là. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont été limités à l'entraînement. C'est Goddard et surtout Lane Johnson. Alors, Lane Johnson, il vient d'y avoir un tweet pour dire qu'il revenait, qu'il serait good to go pour le match. Alors, sauf que ça fait des années qu'il nous fait le même coup. Il est souvent blessé quand même. En saison régulière, en playoff, il est toujours là. Mais ça veut dire qu'il y a des fragilités. Donc, si on est du côté de San Francisco, on sait où appuyer. Voilà, t'appuies là. C'est une bonne idée. On passe. Ah bah non, vous allez me donner votre vainqueur quand même. Seb, San Francisco ou Philadelphie, c'est dur de parier avec son équipe. C'est jamais facile. Je sais ce que c'est. Enfin, pas en playoff, moi je sais pas, mais. À ton avis, qui je vais te donner comme vainqueur? Je vais donner San Francisco, bien sûr. Je vais donner San Francisco, je peux pas faire Mon Yaya. Eh ben, moi, tu connais mon goût pour. Moi, je suis pour porter la Shkuboun, donc Eagles. Et mon Vince. Là, j'ai vraiment du mal à me prononcer. Je vais partir sur les Eagles parce qu'ils reçoivent et donc ils ont l'avantage du terrain, mais ça se jouera à moyen de touchdown pour moi. Très bien. Oui, je prends des risques. On va partir du côté. T'aurais dit plus. Tu viendras dans le podcast Paris Sportif avec Waik et avec Flo et puis vous en débattrez, il n'y a pas de souci. Podcast qui sortira d'ailleurs samedi matin où on repassera les 6 matchs en revue, mais cette fois uniquement sur l'angle des Paris Sportifs avec les marqueurs de touchdown, les performances de joueurs à jouer, le total de points, les écarts entre équipes. Bref, vous aurez tout ça samedi matin avant les matchs pour que vous puissiez parier de la meilleure manière possible. Mon cher, enfin parier si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé bien évidemment. Mon cher Yaya, on va partir à Foxborough pour l'avant-dernier match de ce On est obligé preview. Bah oui, on est obligé, un match entre les Patriots et les Chargers. D'aucuns disent aux États-Unis que c'est peut-être le match. D'aucuns, oui. Ah oui. Aux États-Unis, que c'est peut-être le match où il y a la possibilité la plus forte d'upset. Est-ce que c'est ton avis aussi? Je serais tenté. Et, là, il y a du vent là. Oui, mais je sais pas d'où il vient.
du côté des Patriots, on a fait une excellente saison régulière, 14 victoires, 3 défaites. De cette formule des Pats, c'est leur premier match en playoff. Face à des Chargers qui sont déjà arrivés souvent en playoff, mais ça a choqué, c'est des serial chokers. Là-dessus, je suis bien embêté pour effectivement dire là-dessus s'il va y avoir un upset ou pas. J'arrive pas à lire les Chargers. Chaque fois qu'on s'attend à ce qu'ils soient là, ils déçoivent. Et quand on n'attend rien d'eux, ils font quelque chose. Du côté de New England, c'était la deuxième attaque en termes de points, quatrième en termes de points encaissés, donc c'est du solide. Attention, ils ont un calendrier extrêmement facile. Du côté des Chargers, c'est le 20e en termes de points et marqué et 9e encaissé. Pour moi, ce match, il risque d'être extrêmement serré, effectivement. Le truc, c'est que comme ça joue aux gilettes et qu'il va faire froid, j'ai bien peur que les Chargers, ils attrapent un rhume. Tu veux la météo? Oui, vas-y, donne-moi la météo, Edith Delia. J'ai la météo qui est prévue pour ce match, cette rencontre. Alors, il va faire beau, hein, autant vous le dire tout de suite. Et il va faire 35 degrés Fahrenheit, Donc ce 0. qui doit faire à peu près 0. 1 degré, 1 degré 5. Oui, parce que C'est 32 le 0, donc ça doit faire 1 degré 5, 1 degré 6. Voilà. Donc ça risque d'être un peu frisqué pour eux qui ont l'habitude des fortes chaleurs du côté de la Californie. La défense des Chargers va devoir step up et limiter l'attaque des Patriots, comme j'ai dit, qui est le deuxième en points. C'est quoi, toi, pour Vince, le principal danger pour la défense des Chargers, justement? Est-ce que c'est Trevelyan Anderson, qu'on sait, enfin, la doublette, même, j'aurais envie de dire Trevelyan Anderson, Ramondre Stevenson, qu'on sait particulièrement performante, ou est-ce que c'est Drake May qui réalise une saison de calibre MVP, puisqu'il est dans la course pour être MVP de la saison régulière? En fait, oui, l'attaque des Pats est redoutable. On l'a bien vu tout au long de la saison. Et c'est pas pour rien, justement, que Drake May est dans cette situation dans la course de la MVP. Les Chargers, en termes de défense, ont montré des choses. Mais comme l'a dit Yaya, c'est hyper aléatoire. Ils sont capables d'aller gagner des matchs en dominant de la tête et des épaules. Et ils sont capables de sous-jouer complètement le match d'après en passant au travers complet de leur match. Donc, c'est assez compliqué de justifier de voir ces Chargers-là. Très franchement, moi, je les ai vus sur le terrain dimanche. Alors, c'était un peu l'équipe remaniée à Malhait, mais elle ne donnait pas une impression de sérénité. En défense, il n'y avait pas beaucoup de changements par rapport à l'équipe titulaire. Et pour autant, il y avait pas, on n'avait pas ce sentiment de sérénité. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Justin Herbert, du côté offensif, peut apporter des choses, mais là encore, c'est aussi sur le courant alternatif, ce qui va très bien avec les Chargers d'ailleurs. Quand on a une attaque qui est beaucoup plus régulière et beaucoup plus puissante dans la durée du côté des Pats. Donc, quand on parle d'upset, oui, c'est le 7e qui va gagner chez le second. J'y crois moyennement. Ça ferait beaucoup de mal quand même, je trouve, à cette équipe des Pats qui a fait une saison vraiment très très bonne et qui ne demande qu'à performer en playoff. Là encore, il ne faut pas oublier, c'est aussi une équipe qui va chercher beaucoup d'expérience cette année, notamment via Drake May aussi. Je n'arrive pas trop à me prononcer, mais je vois vraiment une attaque des Pats dominante sur ce match-là. Mon Seb, quelque chose à ajouter sur cette rencontre?
Écoute, mes collègues ont été très très complets, hein, une fois de plus. Je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur les Chargers, effectivement, qui prennent le 7e seed dans cette AFC cette année. Le gros point d'inquiétude, on en a parlé plusieurs fois lors de la saison, c'est la ligne offensive de Los Angeles. 29 combinaisons différentes utilisées par Jim Harbaugh durant la saison sur cette ligne. C'est le 3e plus grand nombre de combinaisons de joueurs différents utilisés cette saison. Il se classe dernier en pourcentage de victoire sur les blocs de passe et avant-dernier en pourcentage de victoire sur les blocs de course. C'est très compliqué pour eux dans ce secteur et moi j'ai peur que ça ne handicape très gravement le jeu de Justin Herbert, qui a été beaucoup mis sous pression cette année et qui, un signe qui ne trompe pas, a couru 498 yards cette saison. Et c'est son plus haut total au sol depuis le début de sa carrière. Et à mon avis, c'est un chiffre qui est vraiment à remettre dans le contexte de cette protection de passe différente. Et malgré ça, Justin Herbert, il reste quand même la raison d'espérer pour les Chargers. Hein. La recette des Chargers, offensivement, cette année, elle a été assez simple. C'est se reposer sur leur défense en espérant que Herbert réussisse quelques jeux magiques. Moi, j'ai peur que ce soit trop juste pour une équipe qui veut faire un run en play-off, en particulier à cause de ce souci de ligne offensive. On passe au pronostic. Chargers, Patriots, je vous sers quoi, mon cher Seb? Patriots. Mon Yaya, pour faire Pats. plaisir à Wake. Pats, très bien. Mon Vince. Pas de souci. Pas de souci. Et pourquoi pas le touchdown d'Hunter Henry? Allez, hop, ça c'est pour le Oui, la s'il petite y a pièce. un... Allez, la petite pièce en plus, celle-là, contre son ancienne équipe. C'est plus, il est particulièrement visé en ce moment. Bref, on C'est en écrit. parlera encore une fois. meilleur marqueur de touchdown à la passe de son équipe. On en reparlera sûrement dans le podcast pronostic, mais voilà, une petite pièce à pouvoir mettre là-dessus. On passe au dernier match, la toute dernière rencontre. C'est Vince qui va nous la présenter tout seul, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup cette rencontre. J'aime bien. C'est cette rencontre entre les Steelers et les Texans. C'est notre cadeau à nous, mon Vince. C'est une bonne année. J'ai bien fait de venir encore, moi, aujourd'hui, tiens. Le match entre les Steelers et les Texans. Mais qu'est-ce que tu as contre ce match-là? Pourquoi t'es Non, chafouin? j'ai rien contre ce match-là, c'est juste que j'ai peur. Enfin, je vais pas le regarder parce que j'ai peur de m'ennuyer, quoi. Et clairement, c'est pas un match qui me donne envie de me lever. Après, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent sur ce match-là. Je ne dis pas que les deux équipes sont. C'est pas un Giants Jets, hein, suivez mon regard. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai peur que Space, oui, ça soit vraiment une grosse guerre de tranchées. Les Texans ont trouvé une défense élite cette année. Ils sont dans une dynamique hyper intéressante, hyper importante et qui leur a permis de se qualifier facilement pour les playoffs. Je pense que, en plus, les Texans qui ont fait déjà les 2 derniers divisional rounds, hein, ils ont été déjà qualifiés l'année dernière et l'année d'avant encore dans les divisional rounds. Donc, ils auront à cœur de porter cette série à 3 années d'affilée. Se dressent en face d'eux les Steelers d'un Aaron Rodgers qui aurait retrouvé sa jeunesse apparemment. C'est les visites dans la grotte. J'attends encore de voir. J'ai peur qu'ils subissent beaucoup d'assauts de la part de cette défense et de ce pass rush des Texans qui est vraiment très bon cette année. Et on le sait, hein, la faiblesse de Rodgers depuis le début de l'année et depuis quelques années maintenant, c'est ses déplacements. Donc, il va pas pouvoir beaucoup jouer en dehors de sa poche. Il risque de se faire un peu malaxer dans cette pression que vont mettre les Texans.
Pour autant, il y a du talent du côté de Pittsburgh. On a un Mike Tomlin qui est vraiment un sorcier en réussissant chaque année, année après année, des saisons positives et en trouvant tout le temps de quoi aller toujours plus loin. On le sait, sa faiblesse, c'est les playoffs ces derniers temps. Il a été beaucoup moins performant en playoffs ces derniers temps. Il reste à voir ce qu'il va arriver à faire et va arriver à nous sortir de son chapeau. Mais j'ai peur pour ces Steelers qu'ils subissent un peu le contre-coup de ce match en jeu qui a eu lieu déjà la semaine dernière. On rappelle qu'ils se sont qualifiés grâce à leur victoire et grâce au field goal manqué de Tyler Loop. Donc, ce match ne me donne pas, enfin, ça va pas me donner envie de me lever en plein milieu de la nuit, clairement, mais je sais pas trop quoi en penser. Je vois les Texans un peu au-dessus, mais attention, jouer à Pittsburgh, c'est jamais facile. Seb, est-ce que c'est la bonne année pour les Steelers pour passer un tour, pour enfin tenter d'avoir un vrai run en playoff? Et est-ce que c'est le baroud d'honneur d'Aaron Rodgers Et de Mike également, Tomlin, c'est non, une quand même. question corollaire, et de Mike Tomlin. Alors, il est sûr que l'expérience, elle est du côté de Pittsburgh dans ce match. Aaron Rodgers, Mike Tomlin, TJ Watt, Cam Hayward, Jalen Ramsey, c'est des gens qui savent ce que c'est que la NFL, c'est des gens qui savent ce que c'est que les grands rendez-vous. Et puis on le sait, Rodgers, il est capable de se transcender dans ce type de rencontre. Et même si l'attaque, elle a manqué de constance durant cette saison, notamment une attaque quasi muette contre Buffalo et les Chargers, et puis qui n'a pas marqué un touchdown contre Cleveland en semaine 17. Une O-line, là aussi, qui inquiète un peu, avec pas moins de 3 left tackles qui se sont blessés au cours de la saison. Et ça, c'est problématique parce que, alors comment dire ça sans être sans paraître gérontophobe, la mobilité d'Aaron Rodgers n'étant plus ce qu'elle était, on va parler par euphémisme, mais pour pouvoir performer, il a besoin d'une poche de protection qui soit propre. Et ça va peut-être être un problème face au pass rush de Houston, qui est particulièrement redoutable. Je vous rappelle quand même que il y a 2 pass rushers qui sont dans le top 6 de la ligue. Daniel Hunter avec 15 sacs, Willie Anderson avec 12. Et ce qui parle en la faveur de Houston, c'est que des équipes avec un front seven très fort qui ont remporté des Super Bowls, il y a des précédents, ne serait-ce que Philadelphie la saison passée, ou les Giants de New York, chers au cœur de Yaya. Non, c'est pas grâce à ça. Il a gagné le Super Bowl, les Giants. C'est pas grâce au pass rush. C'est pas. Non. On sait tous grâce à qui c'est. Non, commence pas, le lance pas, s'il te plaît, ne le lance pas, on est presque à la fin, on a évité le sujet. C'est toi qui l'as voulu. Voilà. Bon, plus sérieusement, on a deux équipes qui offensivement ont un peu le même profil, dans le sens où c'est 2 attaques qui sont assez inconstantes. C'est le cas aussi du côté de Houston. 21,9 points marqués par match seulement. Une O-line qui est assez moyenne avec 31 sacs concédés, et CJ Stroud qui s'est trouvé dans des situations où il était obligé de précipiter un petit peu ses décisions. À voir. Moi, je pense que c'est soit un match qui va être assez, où va y avoir assez peu de mouvement, qui va avoir un profil très défensif, ou alors, au contraire, un match où ça va péter dans tous les sens. Souvenez-vous du 4e quart-temps de Pittsburgh face à Baltimore, qui a été une anarchie complète. Je suis quand même assez curieux de voir cette rencontre, de voir si on va avoir la continuation de l'histoire pour Aaron Rodgers et pour Mike Tomlin, ou de voir Houston, qu'on attend comme étant l'équipe qui monte depuis maintenant 2 saisons, de les voir enfin passer une Imagine étape. le Super Bowl Pittsburgh-Green Bay, avec Aaron Rodgers face aux Packers. T'imagines
Bon, alors, c'est sûr que c'est C'est difficile. pas l'affiche la plus Et c'est sexy dont on difficile puisse rêver, je te de l'accorde. s'imaginer à ce moment-là de la saison. Je te l'accorde aussi, mais pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Oh, mais tu vois, tu viens de me faire frétiller un peu. Oui, bah, frétille, et dis-nous ce que tu as ajouté sur ce match, tout en frétillant. Retour de DK Metcalf du côté des Steelers. On sait que tu l'aimes bien, Dick Metcalf. Être capable d'aller mettre des tartes au public, oui, ça c'est le genre de joueur que j'aime bien. Non, Toi, tout dans je- la violence. oui. Ils sont deuxième du côté des Texans, on est deuxième du côté du turnover ratio. C'est une défense qui a été extrêmement forte tout au long de l'année. Et les Steelers qui ont depuis des années, c'est une énigme. Alors, est-ce qu'ils vont complètement éclater façon popcorn du côté des Steelers, ou est-ce qu'ils vont pourrir le match un peu comme ce qu'on avait dit pour d'autres matchs? Partir sur un match ultra défensif, j'aurais beaucoup de mal à voir les oracles. J'ai pas de cartes pour tirer les cartes. Malgré tout, Marre de café dans le coin? si, oui, mais j'y arrive pas. Ça, je sais pas faire. Moi, bizarrement, j'ai très peu de doutes sur l'issue du match. Moi, je pense pas que le match soit serré. Ah. Je vois les Texans complètement désosser nos amis de Pittsburgh. Pourtant, c'est vrai. L'idée de voir Pittsburgh faire un run me plaît plutôt bien, mais c'est une équipe qui est tellement inconstante que moi, je les vois pas, même si c'est à domicile, un peu sur l'adrénaline au début, mais sur la durée du match, moi, je vois les Texans tellement les laminer que j'ai l'impression de voir un petit frère face au grand frère et que le petit frère bat le grand frère, en fait. Donc, On voit pas bien l'analogie, mais on a compris l'idée. ouais, mais celui qui, tu sais, qui prend le lead de la famille. Donc, pour moi, les Texans. Son frère. Oui. Bah, ça se voit. Non, je parle des équipes. Je parle des équipes. Rien Il y a un pigé, air. moi. Hein. Il y a un air. Il y a un air. Bon, en Il y a un gros, air tu vois les famille, Texans gagner. Quoi. Tu vois les Texans gagner. Oui, les Texans, c'est des Pittsburgh 2.0. D'accord. Mon cher Vince, Texans ou Steelers, je te sers quoi? Allez, Texans aussi. Par contre, je reviendrai juste sur ce qu'a dit Seb et l'expérience des Steelers. Oui, les Steelers ont beaucoup d'expérience, certes. Les Texans ont quand même gagné les deux derniers Wildcard. les deux derniers wildcards. Donc, ils ont cette expérience aussi. À la différence près que les deux derniers étaient à la maison. Ouais. Là, ils doivent se dépasser. Et puis c'est un sacré changement parce que là, t'es plus dans ton stade dans le sud des États-Unis, t'es à l'extérieur dans le nord. Tu vois, c'est quand même, c'est quand même plus la même chose. C'est quand même plus la même chose. Il fera moins 1 degré. Voilà. Pour info. Attends, CJ Stroud, lui, il était à l'université d'Ohio. Hein. Oui. Il s'est joué à l'extérieur. Bon, Seb. Je vais donner Houston parce que ils sont quand même sur une série de 9 victoires consécutives. Bon, bah, félicitations Pittsburgh. C'est ce que j'allais dire, mais que ça soit Pittsburgh. Ils sont chauds bouillants. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait maintenant. Vous savez qu'on n'a pas donné le vainqueur du. Oui, tu voulais dire quoi hier? Faut pas oublier que c'était une équipe qui avait commencé 0-2 du côté de Houston. Hein. 0-2 ou 0-3 même. Hein. 0-2, 0-3 même, je crois. Hein. Ouais. Je sais pas. Ils ont commencé 0-3, on perd de leur peau en début de saison. Vous savez qu'on n'a pas donné le vainqueur du match entre les Packers et les Bears. On a oublié tout à l'heure. Mais alors attendez, j'ai une petite info. Oui, j'ai une petite info pour vous parce que je viens de checker la météo à Chicago. Oui, vous me connaissez. Il neige. Il neige à Chicago dans la nuit de samedi à dimanche. Il neige et il fait moins 4 degrés au moment du coup d'envoi, avec un ressenti moins 15 parce qu'il y a entre 40 et 60 km/h de vent.
sur le Soldier Field pendant le match. Donc de la neige qui devrait donner entre 1 et 2 cm pendant le match et du vent. Voilà, pour les conditions météo entre Green Bay et Chicago pour le match de samedi. gars. Ça promet, hein. Les gars, on a un Green Bay Chicago en playoff sous la neige. Sous la neige, c'est fantastique. Mais est-ce que c'est pas génial? Je veux dire, ça, pas faire mieux. On peut pas faire mieux pour cette rencontre. C'est magnifique. Et du coup, je vous sers quoi? Du Green Bay ou du Chicago dans ces conditions? Les deux sont rodés à la condition. Hein. Les deux sont habitués. Je vous prendrai un petit verre de Chicago, s'il vous plaît. Un petit Chicago. Mon Yaya? Un petit Green Bay. Un petit Green Bay. Et mon Vince? Un petit Grégory comme tout le monde. Un gros Chicago pour moi. Un gros Chicago pour toi. Et ben voilà, c'était pour cette présentation de la Wildcard. Je vous rappelle qu'on se retrouve samedi avec Waik et avec Flo pour parler paris sportif autour de ces 6 matchs-là. Et puis vous aurez tout le week-end, bien évidemment, les rencontres. Ils sont à suivre notamment sur beIN Sport. Toutes les rencontres sont sur beIN Sport et il y en a aussi, évidemment aussi sur le Game Pass sur DAZN. Nous, on se retrouve mardi matin pour débriefer. Alors pas toutes les rencontres parce que le Steelers Texans ne sera pas encore joué, mais les 5 autres rencontres. On se dit à très vite. Vince sera revenu en plus en France. Merci mon Vince d'avoir été là. Profite bien de tes dernières heures à Denver. Mon Yaya, très bon week-end à toi. Mon Seb, très bon week-end. On se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.